Bonjour à tous. Alors c'est la première vidéo d'Action Écologie et on va parler d'oiseaux essentiellement. Alors je vous invite d'abord à aimer cette page, n'est-ce pas? On parle français donc on va dire aimer plutôt que liker. Et puis donc cette première vidéo va parler d'oiseaux parce qu'à Action Écologie, on est une des premières buts, c'est de montrer que l'écologie n'a pas besoin d'être catastrophiste. Et nous sommes tombés sur un communiqué de presse de la LPO, Ligue pour la protection des oiseaux, indiquant qu'une espèce sur 5 en Europe était en voie d'extinction. Et j'ai été surpris de ce ton alarmiste. Et c'est pourquoi on va essayer de décortiquer ce communiqué de presse et l'étude pour laquelle s'est inspiré le communiqué. Et pour cela, je reçois aujourd'hui Nidal Issa. Bonjour. Bonjour Nidal. Alors on va se tutoyer parce qu'on se connaît en fait. Moi j'étais à la Ligue pour la protection des oiseaux pendant 30 ans et puis 15 ans au conseil d'administration. Et puis toi tu as travaillé à la LPO. Oui, j'ai travaillé tout d'abord à la LPO PACA pendant 3 ans, puis à la LPO France, au national, durant 7 ans, de 2009 à 2016. Voilà, et c'est là où on s'est connus. Donc tu es chef de projet ingénieur écologue dans un bureau d'études. Tout à fait. Et puis surtout tu es spécialiste dans la mesure où tu as coordonné l'Atlas des oiseaux de France, l'Atlas des oiseaux nicheurs, je crois, ou des oiseaux... Des oiseaux nicheurs et hivernants, qui est paru en 2015. Donc en fait, qui est une somme, on peut dire, et qui est un document de référence sur les oiseaux de France. Voilà, donc c'était les Atlas, globalement, il s'en produit un tous les 15-20 ans. Et donc le dernier atlas en France datait de 1994, couvrant la période des années 80, et donc il s'est avéré nécessaire de réactualiser toutes ces connaissances sur la répartition des oiseaux dans notre pays, et donc on a coordonné pendant 6 ans tout ce travail qui a fait appel à des milliers de bénévoles pour avoir l'image la plus complète et pertinente possible des espèces dans notre pays. Voilà. Et tu as aussi été un des experts pour l'élaboration de la liste rouge des oiseaux de France. Oui, à ce titre, j'ai participé à la dernière révision de la liste rouge des oiseaux nicheurs de France qui est parue en 2015 ou 2016. Voilà, donc tu es un peu notre expert aujourd'hui. Et là, on peut dire qu'on a vraiment la personne adéquate pour parler de ce communiqué et puis de l'étude de BirdLife. Avant ça, je veux quand même qu'on parle d'une chose que j'adore personnellement. Tu es ce qu'on appelle un cocheur, et on t'a vu récemment dans un film, tu vas nous raconter. Alors, c'est quoi un cocheur? Alors un cocheur, on va dire que c'est un collectionneur d'oiseaux, mais pas dans le sens collection d'espèces mortes ou autres. C'est vraiment... le but d'un cocheur, c'est d'observer le maximum d'espèces sur un territoire donné. Et nous, notre terrain de jeu, quelque part, c'est la France. Et donc... le but du jeu, c'est d'observer le maximum d'espèces chez nous. Voilà, et donc tu as été arrangé dans ce film qui s'appelait Cocheur, et donc alors on peut pas regarder aujourd'hui encore parce qu'il n'est plus disponible, mais il sera sûrement dans l'avenir disponible. Donc j'invite tout le monde à aller voir ce film pour voir ce phénomène des cocheurs qui existe beaucoup en fait dans les pays anglo-saxons, et c'est assez peu développé en France. Et c'est des ornithologues qui se prennent pas tellement la tête, c'est un espèce de jeu pour collectionner des espèces de façon immatérielle. Un peu ce que faisaient les anciens naturalistes, mais eux, ils faisaient des vraies collections. C'est une collection de souvenirs, quelque part. Et donc, il y a un jeu, et justement, ce jeu, il y a un site internet, cocheur.fr, je crois, et vous pouvez aller voir. Et Nidal Issa, tenez-vous bien, est classé 7e cocheur de France. Donc, tu n'es pas encore sur le podium, mais peut-être bientôt. Donc, c'est une quête personnelle, on va dire ça, un petit peu. Voilà, c'est ça. Et tu as une espèce préférée, c'est le faucon d'Éléonore. Oui. C'est une espèce de faucon. Oui, alors c'est un faucon qui se reproduit sur les îles méditerranéennes, principalement grecques, et puis qu'on peut voir de temps à autre en fin d'été lorsqu'il se disperse sur le littoral méditerranéen. Et c'est un faucon qui est extrêmement beau, qui tient son nom à une princesse de Sardaigne qui a été la première à établir une loi de protection de rapaces, il y a plusieurs siècles déjà. Et c'est une espèce qui est extrêmement rapide, extrêmement agile, et puis qui allie cette aisance en vol et en même temps un sentiment de puissance.
Oui. Et donc c'est c'est un remarquable. des oiseaux aussi qui a la caractéristique de nicher en automne. Voilà. Parce qu'il va manger les oiseaux migrateurs. Exactement. Donc, le gars, c'est bien. Voilà, c'est ça. Bon, à trouver la bonne période pour se nourrir d'oiseaux là. C'est un exemple d'adaptation de l'écologie d'une espèce qui se nourrit d'oiseaux et donc qui a décidé de nicher un peu plus tard que les autres, donc en automne et non pas au printemps, pour pouvoir se nourrir des espèces de passereaux qui quittent l'Europe pour l'Afrique en automne. Et sur le site cocheur.fr, on découvre aussi que tu as une espèce maudite, on va dire ça comme ça. Voilà. Et elle s'appelle la rousserolle Isabelle. C'est quoi une espèce maudite pour un cocheur? Alors c'est une espèce qu'on essaye de voir depuis un certain nombre d'années puis qu'on loupe systématiquement. Donc ça a été le cas avec cette espèce qui, tous les automnes, je pars sur les îles bretonnes, comme la plupart des cocheurs d'ailleurs, pour essayer du coup d'observer des espèces rares. Et puis celle-ci, elle tombe jamais sur l'île où je suis. Oui. Donc tu peux pas faire la coche. La coche, c'est faire une croix dans une case. Je peux pas rajouter cette espèce-là sur mon cochoir, donc ma liste d'espèces. Bon, alors on va arrêter de parler de ce sujet passionnant. Il faut savoir, d'ailleurs, les gens qui s'intéressent, s'ils regardent le film, ils verront que les îles bretonnes, ils comprendront pourquoi on va sur les îles bretonnes pour voir des espèces très rares, en fait. Ce qui peut paraître étonnant, on va rien dire. On va les laisser regarder le film s'ils peuvent se le procurer. Donc, on va parler de ce communiqué de presse de la LPO, indiquant donc une espèce sur 5 est en voie d'extinction. Et donc, c'est ce qu'ils nous disent dans le communiqué. Et ils nous disent aussi qu'une espèce d'oiseau sur 3 en Europe a décliné au cours des dernières décennies, que 3 espèces supplémentaires se sont éteintes au niveau européen depuis 2015. Et ils citent le brûlant à calotte blanche, le turnix d'Andalousie et le sirapt paradoxal. On verra d'ailleurs peut-être pourquoi ces 3 espèces, il est paradoxal qu'elles soient présentes ici, mais tu nous raconteras peut-être tout à l'heure. Et enfin, ils nous disent les oiseaux marins, les limicoles et les rapaces sont les groupes les plus menacés qui déclinent le plus rapidement en Europe, et les espèces migratrices sont parmi les plus affectées. Et enfin, les milieux marins ainsi que les terres agricoles, les zones humides et les prairies sont des habitats qui abritent les espèces les plus menacées. Donc c'est un communiqué qui est assez court et qui finit de la façon suivante. Cette étude démontre une nouvelle fois l'urgence d'agir pour restaurer la biodiversité. En raison de la sensibilité des oiseaux à toute modification de leur environnement, ils constituent des indicateurs particulièrement pertinents pour évaluer la santé de notre planète. Tous les êtres vivants sur Terre sont interdépendants, donc lorsque les oiseaux sont en péril, nous sommes tous en danger. Signé Alain Bougrain-Dubourg, donc la petite paragraphe de fin. Donc ce qui est assez remarquable et ce qui m'a choqué un peu, c'est effectivement l'alarmisme qu'il y a autour des espèces. Donc on va parler de l'étude sur laquelle se base la LPO, qui est une étude de BirdLife International, qui est une grande ONG internationale, qui regroupe toutes les associations, disons, qui s'occupent d'oiseaux à l'échelle internationale. En gros, c'est ça. Et donc, est-ce que tu peux nous dire d'abord quelle est la logique de cette étude par rapport à ce qui se fait, par exemple, au niveau international? Alors, les listes rouges, il faut commencer par définir ce que c'est. Donc, c'est un indicateur, ce n'est pas le seul. Hein. Il existe d'autres indicateurs qui permettent d'évaluer la santé des espèces. Donc, la liste rouge, avec la méthode IUCN, qu'on appelle maintenant, donc c'était une méthode qui a été éprouvée et qui a été déterminée au départ pour évaluer le risque. C'est quoi une liste rouge IUCN? Son objectif, c'est d'évaluer le risque d'extinction d'une espèce à court terme. Donc, tous les 10 ans, c'est la période qui est recommandée pour réévaluer les listes rouges. On regarde selon un certain nombre de critères et de sous-critères qu'on pourra évoquer pour un petit peu fixer les idées. Même s'il faut parler un peu technique, c'est essentiel de savoir de quoi on parle, d'évaluer le risque d'extinction d'une espèce. Donc ça a été fait à l'échelle mondiale et ensuite décliné progressivement à des échelles continentales, nationales, régionales, parfois départementales en ce qui concerne la France. Et à partir de ces critères-là, on définit si l'espèce a un risque de disparaître à court terme. Voilà ce que c'est qu'une liste rouge. Très bien. Et donc, alors, il y a plusieurs catégories. Alors, je les ai quelque part. Critique, en danger, vulnérable, quasi menacé, de préoccupation mineure. Préoccupation mineure, ça signifie non menacé, hein, globalement. Et ensuite, les espèces pour lesquelles les critères ne peuvent être appliqués en raison d'absence de connaissances ou d'autres paramètres, et on appelle les espèces NA, non applicables. Donc, en fait, il y a effectivement 1, 2, 3, 4,
cinq catégories Voilà. qui peuvent permettre de classer l'oiseau en danger d'extinction. Voilà, et c'est juste les espèces qui répondent aux 3 premiers critères qui constituent la liste rouge. C'est les espèces qui sont en danger critique d'extinction, les espèces qui sont en danger et les espèces qui sont vulnérables. Parfois, on y rajoute également les espèces qui sont quasi menacées. Ce sont des espèces dont les critères ne permettent pas de les inscrire en liste rouge, mais qui sont proches de ces critères-là. Alors, ce qu'il faut noter quand même, tu dis que c'est essentiellement les 3 catégories les plus en danger, disons, mais la liste donnée, d'ailleurs le communiqué de la LPO, 1 espèce sur 5, comprend aussi les espèces quasi les menacées. espèces de préoccupation mineure. Non. Non, oui, tu as raison. Les espèces quasi menacées, oui. Et vulnérables, effectivement. Si on prend uniquement la liste rouge stricto sensu, ça représente 15% des espèces et ensuite, pour arriver à 20%, ils rajoutent les 5% d'espèces quasi menacées. D'accord. Est-ce que tu peux nous expliquer comment on arrive justement à classer ces espèces? D'où remontent les données? Comment ça marche? Alors, déjà un petit peu parler des critères. Donc, pour évaluer un petit peu ces critères, c'est des éléments chiffrés, bien précis. C'est soit la diminution de la population à l'échelle de 10 ans ou 3 générations, donc un pourcentage de diminution de la population. Quand il rentre, par exemple, une espèce qui a diminué de 50% qui a perdu 50% de ses effectifs en 10 ans, elle va rentrer dans telle catégorie. On évalue aussi le risque d'extinction d'une espèce par rapport à son aire de répartition. Les espèces, bien entendu, qui sont sur des territoires extrêmement restreints ou qui sont dans un nombre de localités très réduit, vont pouvoir aussi répondre à ces critères de risque d'extinction. Ou alors, les 2 autres critères, ce sont les tailles de population des espèces dont les effectifs sont extrêmement faibles, vont aussi pouvoir entrer dans ces catégories-là, ou des espèces dont les effectifs sont réduits et qui en même temps sont en déclin, vont pouvoir aussi rentrer dans ces catégories-là. Donc voilà, on se base sur des diminutions de taille de population, sur des répartitions réduites et sur des effectifs très, très faibles. Et alors comment justement on collecte les données? C'est-à-dire d'où viennent ces données qui nous permettent de savoir qu'une espèce a diminué, par exemple? Alors, comment on les collecte? D'ailleurs, c'est très intéressant par rapport à l'ornithologie en général. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est pourquoi cette révision de la liste rouge a eu lieu en 2021, alors que la dernière datait de 2015. Donc, on se dit, en 5 ans, pourquoi avoir révisé la liste rouge, alors que d'habitude, on attend quand même la périodicité de 10 ans. C'est tout simplement que depuis 2015, on a 2 éléments majeurs de connaissances qui ont été apportés à l'échelle de l'Europe. Le premier, c'est l'Atlas des oiseaux nicheurs d'Europe. Et le deuxième, c'est le rapportage sur la directive oiseaux. Donc, il y a une commande de l'Union européenne auprès de chaque pays pour un petit peu fournir tous les éléments de connaissance sur les espèces d'oiseaux, toutes les espèces d'oiseaux, pas simplement les menacées, qui sont présentes dans le pays. Alors après, derrière, comment on évalue ça? Ce qui est important de savoir, c'est qu'aussi on a des critères de fiabilité de la connaissance. C'est-à-dire que ça va d'enquêtes extrêmement précises, où on peut dire quasiment au couple près combien il y a d'individus, quelle est la taille de la population, jusqu'à le dire d'experts. On peut imaginer que pour des espèces extrêmement répandues, pour lesquelles il n'y a pas véritablement d'enquête ou de suivi sérieux, ce qui va prévaloir, ça va plutôt être le dire d'experts. Mais il y a des espèces quand même qui sont par exemple très discrètes. Je pense en France, moi j'ai jamais réussi à avoir une gelinotte des bois, tu vois. Et donc comment est-ce il y a quand même une incertitude sur certaines espèces en tout cas, une incertitude des données. D'ailleurs, que montre l'étude sur la liste rouge, puisque il y a certaines espèces dont on ne connaît pas en fait le statut. Pour la gélinotte, je vous donnerai des coins si vous souhaitez en voir de manière quasiment assurée. Non, pour des espèces comme ça, effectivement, qui sont très discrètes, très localisées et très compliquées à étudier, on a quand même des observatoires. Donc, ce qu'il faut voir, c'est que les données récoltées ne sont pas simplement issues d'ONG, mais de différents organismes, et notamment, par exemple, ce qui concerne ce qu'on appelle les galliformes de montagne, c'est tout ce qui est les perdrix, les tétras, etc. C'est suivi quand même de manière assez sérieuse par l'OFB,
anciennement l'ONCFS, et donc où ils ont quand même des zones échantillons qui suivent, et ça leur permet ensuite, par des extrapolations, par de la modélisation statistique, de fournir des estimations de taille de population. C'est l'Office français de la biodiversité. Voilà, c'est ça. Oui. Et puis donc, il faut quand même noter, c'est ce que je voulais te faire dire aussi tout à l'heure, les données sont collectées par énormément d'ornithologues amateurs, en fait, qui sont tous les week-ends sur le terrain et qui remontent dans des bases de données leurs observations, en fait. Exactement, c'est ce qu'on appelle maintenant communément les sciences participatives, c'est-à-dire qu'on ouvre la possibilité de transmission de ces observations à toute la population. Et on peut dire d'ailleurs, sans le travail, des passionnés, on n'aurait aucune idée sur bien des espèces, on aurait en tout cas une vision bien plus faible. Donc c'est vraiment à portée de gens de terrain. Ah oui, complètement. Sans les réseaux bénévoles, il est aujourd'hui extrêmement complexe, pour des raisons d'insuffisance de ressources humaines, de réaliser ce type de grandes enquêtes. À titre d'exemple, l'Atlas des oiseaux de France, c'est derrière 10 000 participants. Donc ça va bien au-delà des simples salariés des structures associatives ou autres. Très bien. Donc maintenant, je te propose qu'on regarde un peu la liste des oiseaux, puisque tu es un spécialiste. Alors moi, il y a plein d'oiseaux, d'ailleurs, j'ai découvert dans la liste que je ne connaissais pas. Et justement, il y a peut-être une raison, c'est explicable pourquoi je ne les connaissais pas. Donc dans cette liste d'oiseaux, on va trouver des oiseaux qui sont assez connus, ou en tout cas des spécialistes. Je pense par exemple, un exemple au hasard, je vois la grèbe à cou noir. C'est un oiseau qui vit, c'est un oiseau des zones humides, un petit canard, mais qui a un bec... c'est pas un canard, mais tu vas m'engueuler, mais ça a un bec... oui, c'est une espèce c'est un oiseau d'eau, un palmipède plongeur qui se nourrit de petits invertébrés sous l'eau. Voilà. Donc il y a d'autres espèces comme le gypaète barbu qui est un rapace très connu parce qu'il mange des os, c'est ça ? Le casseur d'os. Le casseur d'os, c'est son surnom. Voilà, il a une niche, j'allais dire, alimentaire. Il va pas se nourrir de carcasses, mais vraiment des os. Voilà, c'est le dernier écarisseur de la chaîne en fait. Après les vautours, une fois que tous les vautours ont dévoré la chair et la viande, lui il vient se nourrir de la moelle qu'il va trouver dans les os. Donc c'est une espèce qui vit très longtemps. Qui fait peu de jeunes, mais le fait qu'ils ne fassent pas de jeunes est compensé par le fait qu'ils vivent très longtemps. Voilà, c'est ça. On a deux stratégies chez les oiseaux. Les espèces qui vivent peu longtemps et qui font beaucoup de jeunes chaque année, et les espèces qui vivent très longtemps et qui font peu de jeunes. Voilà. Alors il est quand même dans la liste rouge, mais son statut d'ailleurs s'est amélioré par la dernière fois, je crois. Là, il est en classé NT, donc c'est quasi menacé. Quasi menacé, mais avant, je crois qu'il était vulnérable, sans doute. Voilà. Donc, c'est un oiseau dont le sort s'est amélioré. D'ailleurs, par rapport à la dernière liste de l'étude de 2015, cette étude montre que, alors tu me dis si je me trompe, je crois que c'est 47 espèces. Voilà, donc en fait, il y a 84 espèces. Entre 2015 et 2021, il y a 84 espèces sur les 500 qui sont à peu près évaluées, pour lesquelles le statut a évolué dans un sens ou dans un autre. Oui. Et sur ces 84 espèces, vous en avez 37 dont le statut de conservation s'est dégradé, c'est-à-dire que le risque de menace d'extinction à court terme a augmenté, et 47 dont le statut de conservation s'est amélioré, c'est-à-dire que le risque d'extinction a diminué depuis 2015. Depuis 2015. Donc ce qu'on peut dire, une première remarque déjà là, c'est qu'on a 10 espèces qui vont en différence par rapport à 2015. Voilà. Donc là, le communiqué de presse de la LPO, par exemple, ne le mentionne pas, alors que ça pourrait être vu comme une bonne nouvelle. Oui, tout à fait. Ce qui est important de dire, c'est que vous avez l'essentiel des espèces pour lesquelles le statut n'a pas évolué, et que donc la situation qui prévalait en 2015 est encore valable aujourd'hui. Alors que le communiqué a tendance à laisser penser que la situation s'est considérablement dégradée depuis quelques années. Voilà, exactement. Donc on a ce genre d'espèces, disons qui sont connues par les ornithologues assez médiocres comme moi, tu vois. Je suis ornithologue depuis mon enfance, mais je ne suis pas un cocheur, donc en dehors de ma petite France, tu vois, je ne connais pas toutes les espèces, etc. Mais ce qui est étonnant dans cette liste, c'est de voir toutes ces espèces dont je n'ai jamais entendu parler. Bon, je caricature un peu, mais il y a quand même des espèces dont la présence m'a étonné sur cette liste européenne. Alors, je peux te donner des exemples. Par exemple, on en a parlé au début, le puffin d'Audubon, par exemple.
Ça, c'est un... Alors, je suis allé voir, parce que je ne le connaissais pas, sa carte de répartition, c'est une espèce qui habite essentiellement la côte est des USA et d'Amérique centrale. Et donc, je suis même allé voir sur un site spécialisé qui s'appelle eBird, qui est génial d'ailleurs, où on voit les observations des oiseaux, et où il y a eu 0 observation récemment en Europe. Alors, je ne sais pas, alors à mon avis, le fait qu'ils soient là, ils n'ont pas fait n'importe quoi. L'étude de BirdLife est assez objective, hein, et assez neutre d'ailleurs, et elle n'est pas spécialement catastrophiste. Mais c'est vrai qu'il y a ce puffin d'Audubon. J'en ai retrouvé une autre qui s'appelle la perdrix sissi. Alors, je ne sais pas si tu connais cette perdrix. J'ai regardé sa carte de répartition. C'est le Moyen-Orient. Voilà, c'est le Moyen-Orient. Et ça doit dépasser un peu peut-être en Turquie, parce qu'on ne l'a pas dit, en fait, l'aire géographique de l'étude dépasse en fait la simple, ce qu'on peut appeler l'Europe ou l'Union européenne des 28. En fait, on n'est pas dans ce contexte-là. Oui, voilà, il y a 2 éléments à mentionner et à prendre en compte. La première, c'est ce qu'on appelle Europe. Donc cette liste rouge Europe, la zone géographique qui a été prise, à l'est englobe la Russie occidentale, jusqu'à la limite de la péninsule de Taïmyr et de l'Oural, et au sud-est englobe également la Turquie et tout le Caucase. C'est la raison pour laquelle on va retrouver des espèces qui sont en Europe à la limite de leur aire de répartition, parce que ce sont des espèces qui sont ce qu'on appelle des espèces sibériennes ou des espèces orientales de répartition principalement asiatique. Et c'est la raison pour laquelle on va retrouver des espèces qui sont à l'échelle du territoire étudié relictuelles du fait que leur principale présence se situe de l'autre côté de la limite qu'on s'est fixée. Oui. Donc en fait, c'est des espèces qui sont en Europe, enfin l'Europe telle que considérée par l'étude, oui. Ces espèces sont en limite de répartition mondiale, disons. Voilà. C'est quasiment un accident qu'elles soient là. J'exagère, c'est pas un accident, mais elles sont en limite, donc elles dépassent un peu la frontière de l'Europe. Voilà, donc elles sont susceptibles de disparaître de cette partie-là, de cette petite partie, et donc on considère qu'elles sont susceptibles de disparaître de l'Europe, et donc qu'elles sont en danger d'extinction. Voilà. Et ce qui m'amène à dire une chose importante, c'est que lorsqu'on dresse la liste rouge IUCN à l'échelle mondiale, on prend l'espèce dans sa globalité, dans son aire de répartition sur la planète Terre. Lorsqu'on est dans des démarches de liste rouge à des échelles plus petites, qu'elles soient continentales ou nationales ou régionales, on n'évalue pas finalement le risque d'extinction de l'espèce, mais le risque d'extinction de la population de l'espèce considérée. En d'autres termes, si vous prenez le monde et vous dites, par exemple, le risque d'extinction d'Homo sapiens, de l'espèce humaine, c'est celui-là, c'est différent de dire que le risque d'extinction de l'homme dans telle région du globe ou dans tel pays, c'est celle-ci. Donc voilà, c'est très important d'avoir en mémoire ces éléments-là. Hein, que la liste rouge monde, ça évalue un risque d'extinction d'une espèce, alors que les listes rouges régionales, qu'elles soient continentales ou autres, ça évalue le risque d'extinction d'une population donnée d'une espèce. Oui, mais alors justement, à ton avis, est-ce que ça a du sens de parler d'un risque d'extinction alors qu'on ne prend pas la majeure partie de la population? Tu le disais tout à l'heure, il peut y avoir 0,5% d'une population qui est en Europe et le 99,5% qui est en Asie, et dire qu'elle est en danger d'extinction, c'est un peu tiré par les cheveux. Mais là, une des raisons pour lesquelles on dresse ces listes rouges, c'est d'avoir des indicateurs qui permettent ensuite de plaider, de flécher, si vous voulez, les actions à mener sur des espèces dans les politiques publiques. Et là, je pense qu'au-delà des critères et des espèces citées, le rôle des experts est très important, puisque c'est eux qui sont à même de faire le tri dans ces listes-là et de dire, effectivement, cette espèce-là a un risque d'extinction très élevé, mais elle est en marge de l'aire de répartition. L'Europe n'a pas une importance significative par rapport à la pérennité de cette espèce-là. Et c'est derrière, je pense que le rôle des experts pour définir où doivent être mis les moyens en termes de conservation des espèces, et plus encore en termes de conservation, aujourd'hui, d'habitat, on parle plus de travailler sur la fonctionnalité des habitats que sur des espèces données, est très importante. Donc en fait, si on multiplie le raisonnement en fait, qui est là, on peut dramatiser une situation qui n'est pas dramatique, parce que là on est à l'échelle de l'Europe. Mais on peut réduire petit à petit les territoires. Oui, et ce qui est pas normal, en fait, ce n'est pas tellement le raisonnement, c'est que derrière ça, on va demander, par exemple, si on fait une liste rouge à l'échelle d'une commune,
Oui. Ça peut demander lieu, on va demander de protéger une espèce, de mettre des contraintes sur un agriculteur, sur des chasseurs, sur des acteurs, disons, de la vie rurale, par exemple, alors que ce n'est pas forcément justifié. C'est-à-dire que c'est ça qui est désagréable. On peut d'ailleurs demander aussi de l'argent, on peut dépenser de l'argent sur une espèce, sur un territoire, mais ça n'aura pas vraiment de sens, en fait. Mais c'est pour ça qu'au-delà d'une certaine échelle, cette méthodologie liste rouge n'a plus de sens, en fait. C'est ça. Et on peut prendre d'ailleurs des exemples concrets français. On parlait tout à l'heure, avant de commencer, du râle des genêts, en fait. Est-ce que tu peux nous parler de cette espèce qui est en France assez rare, qui reste dans certains territoires? Alors, le râle des genêts, c'est un exemple, pour moi, typique d'un échec de la conservation d'une espèce en France. Il faut savoir que c'est une espèce pour laquelle il y a des actions et des plans de conservation européens et nationaux qui sont engagés depuis des décennies, des millions d'euros injectés pour un résultat qui est que c'est probablement une des espèces qui va prochainement disparaître du territoire français. Et pour des raisons qu'on n'a pas obligatoirement prises en compte en France, parce qu'on fait les choses un petit peu à l'envers. Si vous voulez, on peut comparer avec la Grande-Bretagne, le râle des genêts, à partir du moment où les Anglais ont commencé à mettre en œuvre des plans de conservation pour cette espèce-là, l'espèce se porte mieux et réaugmente. Alors qu'en France, elle est, malgré tous les efforts mis pour la préservation de ces habitats qui sont les prairies humides, principalement son bastion en France, c'est les basses vallées angevines, l'espèce est en train radicalement de disparaître de notre territoire parce qu'on n'a pas considéré que cette espèce-là avait peut-être besoin d'être protégée non seulement sur ses sites de reproduction en Europe, mais comme c'est une espèce migratrice qui, 9 mois de l'année, n'est pas sur le territoire français, si on ne prend pas en considération également les risques et les menaces en Afrique, sur les zones d'hivernage, sur les zones de halte migratoire, c'est de l'argent perdu. En plus, cette espèce peut être très abondante dans d'autres endroits d'Europe. Voilà, tout à fait. Après, c'est comme toujours des choix. C'est-à-dire, est-ce qu'on met les moyens pour préserver les quelques centaines de nicheurs de râle des genêts qui sont présents en France? Ou est-ce que si c'était une espèce qui se portait mal à l'échelle globale de son aire de répartition, il ne faudrait pas plutôt mettre, par exemple, ces moyens-là sur les steppes du Kazakhstan, sur des endroits où on va retrouver ces grands bastions de population? Voilà. Derrière, ce sont des choix. D'ailleurs, le râle des genêts, on ne l'a pas retrouvé, je crois, dans la liste où elle doit être en ce qu'on appelle préoccupation mineure. Enfin, je ne sais pas, mais je ne l'ai pas vu dans la liste. Parce que la principale aire de répartition, c'est en Europe de l'Est et en Asie centrale, et que les populations se portent bien à ces endroits-là. Alors, sur la liste, il y a aussi des choses que je voudrais te faire commenter. Il y a quand même un certain nombre d'espèces, en dehors de ces espèces qui sont quand même très nombreuses, qui sont, on dirait, en dehors de leur aire de répartition classique. C'est surtout, il y a énormément d'espèces qui sont plutôt des espèces soit africaines, Maghreb, etc., Moyen-Orient, soit asiatiques. Donc là, il y a beaucoup d'espèces comme ça. Mais il y a aussi des espèces qu'on appelle endémiques, donc qu'on ne retrouve que à certains endroits. Ça, c'est souvent des espèces qui sont dans des îles, en fait. Voilà, c'est ça. Donc, nous, en France, on n'a qu'une seule espèce qui est véritablement endémique du pays, c'est la citelle corse. Lorsqu'on considère la France métropolitaine, c'est vrai que si on élargissait à la France avec tous les territoires, là, le taux d'endémisme est absolument très important. Je pense que c'est un des pays au monde qui a le plus fort taux d'endémisme d'espèces. Et là, du coup, effectivement, si on considérait la France dans son ensemble, quelque part, les moyens devraient être mis en dehors de la métropole. Oui. Et donc, effectivement, ce qu'il y a, c'est que, par définition, j'allais dire, ces espèces endémiques, elles sont en danger parce qu'elles sont, par exemple, sur une petite île, on va considérer de fait, est-ce qu'on va pas avoir trop tendance à aller vite pour les classer en danger? Mais effectivement, une espèce endémique, par définition, c'est une espèce qui est très localisée et donc dont les facteurs de menace sont plus importants que les autres. Ce sont des espèces qui ont réussi, au fil des millénaires, à occuper une niche particulière, à se développer indépendamment de l'espèce originelle à laquelle elle appartenait. Et encore une fois, pour moi, je considère que l'endémisme, ça fait partie de la richesse, de la diversité de notre avifaune, et que, à ce titre-là, elle mérite une attention particulière.
On est bien d'accord. Donc, qu'est-ce qu'on peut, sur ces espèces... Alors moi, j'ai fait un petit calcul, hein. Si j'élimine les espèces qui sont en limite de leur aire de répartition, ou les espèces... Alors moi, je crois que j'ai éliminé, mais je ne suis pas sûr tout le temps, les espèces endémiques. Ce qui me semble, c'est quand même... on enlève à peu près la moitié des espèces de la liste des 105 espèces qui permet de dire qu'un cinquième, une espèce sur 5 sont en voie d'extinction. Donc on voit qu'on réduit considérablement le message en disant ou que les choses sont moins alarmistes qu'on ne le pensait. En fait. Oui, tout à fait. Lorsqu'on reprend le communiqué de la LPO, il met l'accent, entre autres, sur les 3 espèces qui ont disparu entre 2015 et 2021. C'est très intéressant. On peut le reciter. Attends, excuse-moi. On va le reciter. C'est le Turnix d'Andalousie, le Syrah paradoxal et le Bruant à calotte blanche. Voilà. Et là-dessus, je trouve que ce communiqué est un petit peu maladroit, parce que lorsqu'on regarde un petit peu la répartition de ces espèces-là, effectivement, elles ont disparu depuis 2015. Mais ce que le communiqué oublie de dire déjà, d'une part, c'est qu'il y a 2 espèces qui sont apparues. Je les ai notées, le puvis asiatique et la fauvette du désert. Donc déjà, rien que dans le nom, vous imaginez que ce n'est pas des espèces qui sont présentes principalement en Europe. Et qui sont comme les 3 qui ont disparu, des espèces qui sont vraiment en extrême limite d'aire de répartition. Et lorsqu'on regarde le statut de conservation IUCN, la liste rouge IUCN, à l'échelle de la population globale de ces espèces-là, elles sont toutes les 3 non menacées. Le Turnix réparti principalement en Afrique subsaharienne et dans le sous-continent indien. Le Bruant à calotte blanche est réparti principalement en Asie centrale, de la Sibérie centrale jusqu'à la Sibérie orientale. Et donc, les populations européennes, on est vraiment à l'extrême limite au niveau de l'Oural de ces populations-là. C'était pour le Bruant à calotte blanche. Et pour le Syrah paradoxal, c'est une espèce qui est répartie en Asie centrale, principalement au Kazakhstan, jusqu'à l'est de la Chine. Donc, mettre l'accent sur des espèces qui sont en marge de répartition, je pense que le message est raté. Il aurait été plus pertinent de dire que le statut de conservation, par exemple, des hirondelles reste défavorable, alors que ce sont des espèces communes, mais pourtant on est en train de perdre les effectifs parce qu'il y a nettement moins d'insectes ou des choses comme ça. Oui, mais donc, est-ce que tu penses que ce communiqué, donc il est un peu racoleur quand même, c'est-à-dire que pourquoi vouloir absolument, c'est quasiment, je trouve, moi, une déformation de la réalité. Pourquoi ne pas citer les espèces qui apparaissent? Pourquoi citer que celles qui disparaissent? Pourquoi dire de façon aussi forte qu'une espèce sur 5 est en voie d'extinction? C'est quand même des mots très très forts. En voie d'extinction, ça donne l'impression aux gens que vraiment on est au bout de l'aventure de certaines espèces. Or, par exemple, d'ailleurs, je voudrais te faire... parce qu'il y a ces espèces qu'on a vues marginales, etc. Il y a des espèces qui sont considérées comme menacées, donc qui sont repris dans le titre comme des espèces en voie d'extinction. Et on trouve, j'ai vu, alors là, ça m'a vraiment scié, j'ai vu la foulque macroule. Et j'ai vu, alors je ne sais pas si c'est une erreur, je me suis trompé de nom latin ou pas, mais j'ai vu quand même la foulque macroule, et j'ai vu aussi le martinet noir. Qu'est-ce que tu peux dire de ces 2 espèces? Ce sont 2 espèces qui sont également quasi menacées à l'échelle nationale. Pour le martinet noir, il est quasi menacé en tout cas. Mais non, c'est-à-dire qu'il est classé, c'est là aussi où comment dire, le message, la classification scientifique, je trouve, n'est pas en adéquation avec ce que peuvent penser les gens, parce que le martinet noir, qui est une espèce, on peut voir des martinets noirs absolument partout, tout le temps, dans tous les villages de France. Tout à fait. Alors comme tu disais, son statut est quasi menacé, voilà. Mais c'est une espèce qui ne disparaîtra pas de la France ou de l'Europe. Il faut reprendre, en ce qui concerne le martinet noir, l'un des critères. On a dit tout à l'heure que c'était par rapport à un taux de déclin d'une population sur 10 ans, et pas forcément des espèces qui sont en effectif très réduit, ou des espèces, comme on en a parlé de la citelle corse, qui était endémique et donc qui avait une aire de répartition très très limitée. Une espèce qui comporte par exemple plusieurs dizaines de millions de couples, mais qui a perdu 50% de ses effectifs en 10 ans, d'après des suivis, et comme les suivis temporels des oiseaux communs,
ce seront des espèces qui rentreront sur cette liste rouge, malgré le fait qu'elles soient encore relativement communes. Oui, c'est ça. Mais bon, enfin, ça, c'est un avis personnel. Je pense vraiment qu'il y a, une déformation d'une réalité. Alors, elle n'est peut-être pas forcément voulue, mais par exemple, parler d'une espèce en voie d'extinction qui s'appelle le martinet noir, alors que moi, personnellement, je le vois tous les jours sans arrêt dans nos villages et je le trouve en abondance. Bien sûr que c'est comme sur l'histoire des hirondelles. Et donc, je trouve qu'il y a quand même un sujet, une présentation des choses qui n'est pas forcément toujours honnête. Donc, on veut absolument, être catastrophiste. Moi, je dirais que c'est les limites de ces critères liste rouge qui ont au départ été élaborés pour des évaluations à l'échelle mondiale et qu'on a décliné à des échelles locales. Et effectivement, là, du coup, le message peut être un petit peu brouillé pour certaines espèces extrêmement abondantes et qu'on va considérer comme extrêmement menacées, alors qu'à l'échelle mondiale, alors encore elles ne le sont pas. Deux choses. D'abord, on ne retrouve pas, il y a des débats, tu sais, en France, sur certaines espèces, notamment qui concernent pour caricaturer un peu, la guerre entre les écolos et les chasseurs. Et alors ça, j'ai été surpris de ne pas retrouver certaines espèces emblématiques. Alors je pense à l'alouette des champs, sur lequel qui n'est pas dans la liste rouge, et le bruant ortolan, alors ça c'est un fameux bruant que les chasseurs, enfin ou les braconneurs, puisqu'il n'est pas autorisé à le chasser, dont certains braconneurs se délectaient, puisque c'est un oiseau qui est très connu que François Mitterrand par exemple mangeait en son temps. Ces espèces-là, c'est quelque part toujours la même chose. Si ce sont des espèces qui sont l'application des critères liste rouge, c'est une application bête et méchante de critères. Donc vous rentrez dans les cases, vous ne rentrez pas dans les cases. Une espèce peut très bien être en déclin, mais si ce taux de déclin n'est pas considéré suffisamment important pour dire que cette espèce risque de disparaître à court terme, encore le mot de court terme est très important dans la définition de liste rouge. Et ben, cette espèce ne rentre pas dans cette liste rouge. Très bien. Alors, dernier élément sur l'étude, elle mentionne quand même que 30% des espèces sont en train de diminuer. Oui. Mais elle signale aussi que 23% sont stables, que 21% sont en augmentation. Oui. Et puis, il y a 26% dont on ne connaît pas le statut, en fait, Donc, ce qu'on peut retenir quand même, et ce qui n'est pas aussi dans le communiqué de la LPO, c'est qu'il y a 30% certes qui diminuent, mais si on rajoute ceux qui sont stables et ceux qui sont en augmentation, on a 44%. Donc, on peut dire aussi qu'il n'y a pas que des mauvaises nouvelles. Disons, il y a une façon de présenter les choses. Oui, tout à fait. Alors, on a quand même un certain nombre d'espèces qui se portent mieux. On va retrouver dans ces deux grandes catégories les rapaces. Alors pourquoi les rapaces ? Enfin, là, je parle en général, je ne rentre pas dans le détail de telle ou telle espèce. Alors les rapaces ont bénéficié très clairement des différentes lois de protection, et notamment la loi de protection des rapaces, puis la loi de protection de la nature depuis les années 70, qui a permis quand même à un grand nombre d'espèces qui étaient détruites en masse de pouvoir regagner le terrain perdu ces dernières décennies. Le deuxième élément, c'est également sur des déséquilibres, puis des équilibres qui se sont instaurés, notamment en ce qui concerne les oiseaux d'eau. Très clairement, plusieurs espèces de hérons, par exemple, se portent nettement mieux en France. Donc il y a aussi l'effet peut-être baisse des destructions, mais également, par exemple, l'apparition de nouvelles ressources. On parle beaucoup de l'écrevisse de Louisiane, qui est une espèce invasive, qui est une catastrophe écologique pour, par exemple, les insectes dans les zones humides, parce que ça se nourrit de larves, par exemple, de différentes espèces de libellules. Et puis, les zones humides qui sont colonisées par l'écrevisse de Louisiane entraînent quand même une grosse baisse de la diversité d'insectes aquatiques. Mais en même temps, ça a été une formidable ressource alimentaire pour un certain nombre d'oiseaux qui se nourrissent de vertébrés ou d'invertébrés aquatiques, et notamment les hérons. Oui, c'est ça. Donc la nature finit toujours par retrouver un semblant d'équilibre, un nouvel équilibre qui s'établit. Quand on interroge les plus vieux d'entre nous, les plus vieux ornithologues, ils disent quand ils ont commencé leur activité, eh bien, les hérons, par exemple, ou les aigrettes, c'était vraiment un événement de voir une aigrette, même sur le littoral atlantique.
Et aujourd'hui, même à l'intérieur des terres, on voit des aigrettes, etc. Et ce qui est important, encore une fois, les listes rouges, un de ses principaux inconvénients, c'est que ça évalue les choses donc, à l'échelle de 10 ans. Et parfois, il est important de prendre un peu de recul et de voir les évolutions des espèces, mais sur des pas de temps beaucoup plus grands, de plusieurs décennies, voire de plusieurs siècles. Et là, on peut se retrouver face à des choses un petit peu contre-intuitives. Par exemple, la progression en France d'espèces qui sont eurosibériennes dans un contexte de changement climatique, c'est surprenant. Mais c'est parce qu'il faut étudier aussi les espèces non pas sur l'échelle de 10-20 ans, mais à l'échelle de plusieurs décennies, voire plusieurs siècles, pour comprendre les dynamiques qui peuvent s'opérer. Oui, tout à fait. Donc, si on reprend un peu, et là on va conclure, si on reprend le communiqué de la LPO, un oiseau sur 5 en Europe est menacé quand même dans cette liste de 107 espèces. Si je faisais une liste ALIO, tu vois, l'indicateur ALIO, moi j'en enlèverais à peu près la moitié qui sont pour moi pas significatives. Bon, ça c'est personnel. Hein. Une espèce d'oiseau sur 3 en Europe a décliné au cours des dernières décennies. Donc ce qu'on a vu, c'est qu'il y en avait aussi 40% qui n'ont, un peu plus de 40% qui n'ont soit pas décliné, donc qui sont restés stables, soit qui ont augmenté. Donc ça, la LPO, dans son communiqué, pourrait le signaler. Et enfin, 3 espèces supplémentaires se sont éteintes. On en a parlé. On en a parlé, il y en avait quand même 2 qui sont apparus. D'ailleurs, en France, ces derniers temps, tu me dis si je me trompe, hein, mais il n'y a quand même pas mal d'espèces qui sont... Je pense qu'il y a la pigrièche à poitrine rose qui a disparu. Oui. Mais dans le même temps, il y a la Thalève sultane qui est apparue, les lagnons blancs, vous voyez, et ça aussi on ne le mentionne jamais. Ce sont pas véritablement des espèces qui sont apparues, mais qui bénéficient d'une formidable dynamique récente, pour lesquelles les causes, encore une fois, peuvent être multifactorielles. Alors on pourrait rapidement simplifier en se disant c'est les espèces méridionales, réchauffement climatique, elles progressent vers le nord. Il y a sans doute un petit peu de ça, mais c'est pas toujours voilà. Donc c'est pas toujours la seule raison. Je pense qu'il y a des adaptations. Le cas de l'élagnon est très intéressant. C'est effectivement une espèce qui est originaire d'Afrique, puis a progressivement au XXe siècle colonisé la péninsule ibérique, qui s'est installée en très faible effectif dans le sud-ouest de la France, dans les années 90, et qui depuis une dizaine d'années, facile, 10-20 ans, est en train d'exploser et de conquérir à peu près une grande partie du territoire français. Et ce qui serait intéressant, c'est d'essayer de comprendre, que des chercheurs se mettent à étudier cette espèce pour essayer de voir qu'est-ce qui fait qu'une espèce arrive tout d'un coup, quelque part, on va être désolé d'utiliser un terme anglais, mais à shifter quelque part et passer d'un statut d'espèces hyper rares à des capacités de colonisation formidables. Oui, comme les cigognes d'ailleurs, par exemple, avaient quasiment disparu de France, elles sont en pleine forme. Alors que les milieux, véritablement, n'ont pas l'air d'avoir évolué. Voilà, même c'est des oiseaux plutôt liés aux zones humides, et on dit que les zones humides disparaissent, et donc ça fait disparaître des oiseaux liés aux zones humides. Donc mais alors justement, pour finir, puisque tu connais les associations depuis longtemps, comme moi d'ailleurs, je voudrais ton avis sur pourquoi elles sont toujours en train d'essayer d'exagérer, de forcer le trait. Pourquoi on est obligé d'être aussi pessimiste sans arrêt? C'est quelque part la justification de leur raison d'être, je pense, principalement. Lorsqu'on regarde ce communiqué de la LPO, ce qui est flagrant, c'est, quand vous le lisez entre les lignes, c'est la fin du monde, tout va mal, mais quand ça se passe bien, c'est grâce à nous. Donc, derrière, c'est continuer de nous encourager ou aidez-nous plus. Et on l'a montré à plusieurs reprises lors de nos échanges. À chaque fois, on fait la focale sur ce qui va mal, mais on ne parle jamais de ce qui va bien. Et on en parle encore moins quand on n'est pas responsable de cette amélioration. Oui. Alors moi, je fais une hypothèse aussi, mais qui rejoint ce que tu as dit. Tu vas me dire si tu es d'accord. C'est-à-dire qu'on est dans des pays développés où il y a quand même beaucoup de politiques publiques sur les espèces, la biodiversité, ce qu'on ne retrouve pas dans certains pays. Et donc, il y a beaucoup de choses qui se sont améliorées dans la prise en compte publique, disons. Et donc, finalement, les ONG sont obligées de se radicaliser d'une certaine manière pour ramener vers elles les fonds qui permettent de soutenir leur structure. Parce que
Aujourd'hui, les ONG ont beaucoup de salariés à payer et que donc on doit sans cesse ramener de l'argent. Et si on montre les choses qui vont bien finalement, eh bien, on va avoir moins de capacité à ramener des fonds. Est-ce que quand même, c'est pas voir le mal partout, mais c'est comme ça peut être une réalité. C'est, je pense, pour certaines structures, les plus grosses, une réalité envisageable. Encore une fois, les associations, à mon avis, c'est aussi diversifié que la richesse des oiseaux dans notre pays. Et vous avez énormément d'associations qui, derrière, se consacrent uniquement à un travail de terrain ou de pédagogie. Et qui ont toute leur place et une grande importance dans la société civile. Et je pense que c'est surtout principalement des initiatives comme ça qu'il faut encourager. Vous avez d'autres initiatives qui également méritent d'être mentionnées. Vous avez plusieurs anciens salariés d'associations de protection de la nature, notamment de la LPO, des anciens conservateurs de réserves naturelles, qui ont quitté ces associations et qui se sont mis, parce qu'ils ont fait le constat de leur inefficacité dans la préservation de la nature à ces postes-là, et qui se sont mis dans le monde agricole, et qui sont devenus, ils ont créé un label qui s'appelle Paysans de Nature, et qui agissent directement, où ils voient concrètement l'action de la conservation qu'ils réalisent sur leur terrain, qu'ils gèrent eux-mêmes. Et je pense que c'est une tendance, par exemple, celle-ci à encourager. Vous avez un paysan de nature dans le Marais breton qui, à lui seul, sur les terres qu'il gère, où il a ses élevages, accueille 30% de la population nationale de barjac noir, qui est une des espèces les plus menacées en France. Je crois qu'elle est dans la liste d'ailleurs, la liste rouge. Donc c'est vrai que les politiques publiques auraient plutôt intérêt, à mon avis, à encourager vraiment des actions de conservation directe, les actions de sensibilisation, de pédagogie, de gestion. Les gestions, par exemple, les conservatoires d'espaces naturels gèrent énormément de petites réserves régionales, de sites protégés, de zones de mesures compensatoires suite à des projets d'aménagement. C'est la logique de préservation des petits pas, je pense, qui est plus efficace que les grands projets qui aboutissent rarement à du concret menés par certaines structures nationales. Très bien. Eh ben, je te remercie de cet échange. J'espère qu'on aura réussi à décortiquer finalement ce communiqué et à diminuer l'alarmisme actuel, même s'il y a des sujets qu'on peut saluer d'ailleurs l'action de la LPO sur certaines autres choses. Je pense à l'action sur les vautours. Ils ont fait revivre les vautours en France et tout le monde en profite. Et c'est absolument génial. Vous avez des actions bénévoles très importantes. Je pense beaucoup au Busard. Vous avez le réseau Busard avec des centaines de bénévoles qui sont impliqués tous les ans pour préserver les nichés juste avant la fauche. Et sans ces actions bénévoles de ce réseau Busard lié à la LPO, je pense que le busard cendré serait au bord de l'extinction véritablement dans notre pays en tout cas. Voilà. Donc nous ne sommes pas contre tout ça à Action Écologie, mais on voudrait un peu qu'on ait un ton un peu moins catastrophiste. Donc merci Nidal et puis à bientôt sans doute. À bientôt.